Isabelle Maréchal. Un remède naturel contre les mauvaises nouvelles. Isabelle Maréchal. Quand on voit à quel point les surdoses continuent de coûter la vie à vraiment beaucoup de gens, que ce soit au Québec ou au Canada, on dit qu'il y a plus de 20 personnes par jour au pays qui meurent de surdose. C'est des décès qu'on pourrait éviter, bien sûr, et qui sont causés par l'intoxication à des drogues non réglementées qui sont de plus en plus nombreuses sur le marché, à tel point que ça amène plusieurs enjeux, là, plusieurs questions qu'on doit se poser. Nous, ce matin, on se demande, est-ce que les drogues sont pas trop banalisées? Il y a effectivement des drogues qui sont de plus en plus populaires auprès des jeunes et on va en discuter d'ailleurs dans quelques minutes avec un trio d'invités. Mais avant, ce qui nous amène à vous parler de ça ce matin, c'est que j'ai mis la main sur une nouvelle série que je vous recommande vraiment. C'est diffusé sur Savoir Média. 3 journalistes d'Urbania se sont intéressés justement à notre attirance comme société envers ces drogues de plus en plus populaires, à savoir quels sont leurs effets et pourquoi les jeunes et les gens en prennent. Voici un extrait. Avec mes collègues, on cherche à mettre en lumière la place qu'occupent les drogues dans le Québec d'aujourd'hui. En 2024, on en est où avec la coke? C'est sûr que c'est prometteur, ce qu'on voit avec le thérapie assistée par la MDMA. Il faut faire très attention. Quand je vous dis Xanax, qu'est-ce qui vous vient en tête? C'est aussi monsieur et madame tout le monde qui s'est fait prescrire des opiacés parce qu'il avait mal, puis se retrouve accroché à ça, là. C'était la bande-annonce donc de cette nouvelle série Substance. Hugo Meunier est un des 3 journalistes. Il est également auteur. Merci Hugo d'être là. Plaisir. T'es derrière cette nouvelle série sur Savoir Média. C'est une quête intéressante que vous avez voulu mener. Oui. Tu retiens quoi? Ben, je retiens que on baigne dans un environnement de drogue maintenant de plus en plus et je pensais qu'avec la légalisation de la SQDC, ça allait La marijuana et les SQDC, oui. Oui, et ce que je remarque, c'est qu'il y a un engouement non seulement pour ça, mais qu'il y a un engouement pour d'autres drogues, d'autres types de drogues aujourd'hui, puis on a voulu s'attarder sur ces drogues-là et je trouve qu'on la prend souvent avec la lorgnette de la morale puis de la répression et je dis pas qu'il faut banaliser, on voulait pas faire une infopub, mais on a essayé de marcher sur cette fine ligne-là, d'un peu comprendre pourquoi les jeunes s'y intéressent et d'avoir des exemples de jeunes qui n'ont pas tout perdu ou de gens qui n'ont pas tout perdu. Et je sais que c'est paradoxal là avec M. Boivin qui est assis à côté, mais... Et que je présente tout de suite oui. Christian Boivin. Merci d'être là, Christian. Bonjour. Vous êtes le père de Mathis, 15 ans, qui est mort d'un arrêt respiratoire qui a été causé par une surdose. C'était en décembre dernier. Ouais. On vous a entendu quelques fois parce que depuis, vous avez décidé de porter cette cause-là, de la prévention auprès des jeunes. Vous dites qu'il faut que les jeunes se réveillent pour pas que d'autres parents vivent ce que moi je vis comme père. Oui, exactement. Ben, tu sais, puis on parle de banalisation, puis c'est un peu... C'est bon, la série que Hugo a fait parce Vous l'avez vu un peu? Oui. Puis c'est important que les jeunes comprennent c'est quoi la drogue. Moi, j'ai vu le premier épisode sur les opioïdes, ce qui a tué Mathis. Puis il faut faire attention, justement, de pas trop banaliser parce qu'il faut que les jeunes... Moi, je fais des ateliers avec les jeunes, là, puis j'essaye plus de leur faire peur que de banaliser. Parce que je veux absolument qu'ils comprennent le risque qu'à toutes les fois qu'ils prennent une pilule, c'est comme jouer à la roulette russe, là, finalement. Et votre message, il doit passer quand vous racontez votre histoire puis celle de votre fils? Oui, ça passe. Oui, il m'écoute. Oui, tout à fait, parce que Mathis, ce que j'explique aux jeunes, c'est que Mathis, c'est un jeune comme tous les autres jeunes. Puis il est décédé dans sa chambre pendant que j'étais en bas dans le salon. Quand on est parents, on pense que nos enfants sont en sécurité quand ils sont rendus à la maison. Mais à cause de la toxicité des drogues maintenant, c'est plus le cas. Puis je l'ai dit souvent, puis je le dis aux jeunes, vos parents, là, quand vous avez 14-15 ans, ils iront pas voir à 10 heures le soir vous shaker si vous allez bien. Ils sont contents de voir que vous dormez. Mais on s'en rend pas compte, puis peut-être vous êtes en train de faire un arrêt respiratoire comme il est arrivé à Mathis. Ouais. Vous n'êtes pas allé le voir, par exemple, ce soir-là? Ben non, c'était couché tôt. Oui, puis à la rigueur, vous auriez ouvert la porte, vous l'auriez vu, vous auriez dit, il dort. Il respirait encore, puis quand je suis allé me coucher, bonne nuit Mathis, il n'a pas répondu, tu dis, ben il dort. Puis je le réveillerai pas pour avoir une réponse, bonne nuit papa. Tu sais, c'est un peu ça, c'est très sournois, c'est très, très, très sournois. Puis avec les produits contaminés, là, on va voir, tantôt je regardais la bande-annonce, on parle du Xanax, par exemple, qui est un médicament d'ordonnance. Bon, les gens, ça crée une très forte dépendance que les gens ne savent pas. Oui, ça donne un buzz, mais c'est que si on n'est pas capable de s'en procurer qui vient d'une pharmacie,
Ben là, le problème, c'est qu'on peut tomber sur un produit contaminé qui peut contenir du fentanyl, des nitazènes, des produits qui tuent. C'est ça qu'il faut être conscient, c'est que chaque type de pilule a le risque d'être contaminé maintenant. Vous savez ce que votre fils a pris finalement? Oui, Mathis, ça s'appelle de l'isotonitazène. C'est un produit de nitazène. Celui qui a pris, c'est 5 fois plus fort que le fentanyl. 5 fois? 5 fois plus fort que le fentanyl. N'importe qui ici prendrait la même pilule que Mathis, c'est sûr qu'on passe pas au travers. Et c'était sur le marché? C'était sur le marché, puis quand on parle de banalisation, Mathis, il a acheté ça sur une boutique en ligne sur Instagram, avec un numéro de téléphone. Donc, ça s'appelait Koshtar, là, K-U-S-H pour Kosh, là, qui est une sorte de cannabis, je pense. Ouais. Lui, il voit des pilules, une belle boutique, bien lissée. Mathis, il a l'impression que... Est-ce que ça fonctionne? Ouais. Oui, continuez. OK. Donc, Mathis, il a l'impression que il a quasiment l'impression que le produit est légal. C'est ça qui est le problème. Il a vraiment l'impression que le produit est légal. Donc, pour un jeune, il ne pensera jamais de dire « Ah, c'est peut-être du poison qu'il y a là-dedans. » Non, non, j'achète ça d'une boutique en ligne. On le voit, il y a eu un article récemment sur la publicité des drogues sur Facebook. On peut acheter des microdoses de champignons, c'est de la banalisation qui est dangereuse. Donc, vous estimez qu'ils sont vraiment trop banalisés, là. Il y a comme une acceptabilité. Est-ce que vous reliez ça au fait que le gouvernement fédéral, par exemple, depuis qu'il a légalisé la marijuana, c'est venu rajouter une couche dans cette banalisation-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas la quantité. La consommation de marijuana a diminué, je pense, au niveau des jeunes. Bon, le vapotage a des problèmes, mais Elle a-tu diminué pour vrai? Ben, je pense que oui. Ah oui? Oui. Au niveau des jeunes, ça se déplace un peu plus haut dans les âges. C'est ça. Elle a augmenté en général dans la population, mais les jeunes peut-être moins, mais tu sais, je m'avancerai pas. J'ai envie d'aller, on peut aller rejoindre peut-être tout de suite notre urgentologue, toxicologue, le docteur Guillaume Lacombe, qui est avec nous. Bonjour, docteur Lacombe. Bon matin à tous. Oui, on avait envie d'avoir votre science là-dessus. Est-ce que, au niveau de la marijuana, savez-vous, vous, ce qu'il en est de la consommation chez les jeunes, par exemple? Parce que je posais la question à Christian Boivin, le père de Mathis. Est-ce qu'il n'y a pas, depuis la légalisation de la marijuana, une plus grande acceptabilité de toutes les drogues, justement? Ben, je pense qu'effectivement, il y a deux questions là-dedans, mais effectivement, je pense que dans les dernières années, on a vu une banalisation, ou du moins on stigmatise moins la consommation de substances. Pour les chiffres précisément par rapport au cannabis, je ne veux pas m'avancer plus que ça, mais si je ne me trompe pas, dans la tranche d'âge 20-30 ans, il y a une augmentation dans les dernières années de consommation de substances. Mais tu sais, là-dedans, il y a eu la COVID. Donc, il y a eu des années un peu difficiles à comparer là, parce que ça a eu des impacts sur beaucoup de choses. Mais je pense qu'avec la légalisation du cannabis, les prochaines 5-10 prochaines années vont nous permettre de vraiment avoir plus de recul sur l'impact que ça aura eu. Déjà, même si on commence à avoir des chiffres. Oui, effectivement. Puis quand vous avez vu, vous aussi, je pense, la série, vous avez regardé un petit peu Substance. C'est nécessaire, d'après vous, d'avoir cette conversation sur les drogues en général? Parce que là, dans cette série-là, Hugo et ses collègues ont montré des drogues qui sont même prescrites par des médecins là, pour calmer la douleur. Par exemple, quand on parle d'opiacés, entre autres, je veux dire, l'oxycodone, il y a des médecins qui en prescrivent beaucoup plus qu'on devrait en prescrire d'ailleurs, ou que le corps est capable d'en prendre parfois. Comment vous voyez ça, docteur? Ben, j'ai eu la chance d'écouter l'épisode sur les opioïdes aussi, puis effectivement, je pense que c'est une discussion très intéressante. Il faut comprendre là, que les opioïdes, ça a quand même une place importante dans la profession médicale. Moi, quand je travaille comme urgentologue, quelqu'un arrive et se casse la cheville, elle est déplacée, je dois la remettre droite. Si on écoute des émissions comme Stat, là, ça a l'air super facile, là, on donne un médicament, on tire dessus, mais il faut comprendre que faut quand même soulager les gens. Donc, tu sais, quand on veut soulager les gens, on a plusieurs options. On a l'acétaminophène, le Tylenol, on a des anti-inflammatoires, mais quand on veut quelque chose qui agit rapidement pour une douleur intense, généralement, la meilleure option qu'on a, c'est les opioïdes. Donc ça, les opioïdes vont toujours, à mon avis, avoir une place, malheureusement, dans la gestion, le traitement des patients. Là où est-ce qu'il faut faire très attention, c'est lorsqu'on se met à prescrire des médicaments à des patients qui vont, par exemple, quitter le département d'urgence. Donc, des fois, on se casse le bras. Ça se peut qu'on ait besoin d'une prescription d'opioïdes pour quelques jours. Mais ce qui est important, c'est de s'assurer qu'on a des bonnes balises pour encadrer ça. Donc, c'est de s'assurer de ne pas prescrire un nombre excessif de comprimés, parce qu'on sait que ces comprimés-là, qui ne sont pas utilisés par les gens, ben, ils se ramassent dans des pharmacies de maison
Puis ça fait peut-être 3 ans que les comprimés sont là, puis à un moment donné, ton jeune, ben, il devient un ado, puis là, il va dans la pharmacie, puis il dit « Hey, c'est quoi ces comprimés-là qui traînent? » Oui, M. Donc, Boivin, faut faire attention. Ça vous parle, ça, quand le docteur parle comme ça? Oui, effectivement. Puis c'est drôle parce que c'est exactement un des exemples que je prends quand j'explique aux jeunes. Parce que quand je fais mes ateliers avec eux, je leur dis, il y a 4 ans, je me suis cassé l'épaule. Donc, j'ai eu besoin d'une chirurgie. Le médecin, il m'a pesé, il m'a mesuré, puis il m'a prescrit des opioïdes pour 3 jours. Vous en aviez combien? Je m'en rappelle pas, mais c'est que c'était ce que j'explique. C'était vraiment pour une courte période? Ce que j'explique aux jeunes, c'est que le médecin m'a dit, tu vas avoir très mal, tu vas prendre ça dans la période intense, puis après ça, tu t'en prends plus. Puis je t'en prescris pas plus. C'est ça que j'essaie d'expliquer aux jeunes. Pourquoi qu'un opioïde existe, c'est un médicament, puis qui est utilisé à bon escient, c'est parfait, ça fait ce que ça fait comme dit le docteur. Sauf que ce que je lui donne comme exemple, Mathis, lui, quand il a acheté la pilule, la personne qui a vendu, elle l'a pas mesuré, elle l'a pas pesé, puis elle a juste dit, prends ça, tu vas voir, ça bosse. Ouais. C'est ça qu'il faut, je pense, qu'il faut passer. Si même il a parlé à quelqu'un, là. Si même il a parlé à quelqu'un. Ouais. Parce que, en fait, puis je pense que tout le monde quasiment a des exemples, Hugo, là, d'aller chez le médecin, avoir dit qu'on avait mal quelque part ou avoir subi une chirurgie. J'ai un ami, moi, il est ressorti, il y avait 26 pilules d'oxy, là, puis il m'a dit, regarde, j'en ai pris 4, j'ai plus mal, je pourrais les vendre sur le marché noir, là. Ça vaut cher, une pilule... Ben oui, sur le marché noir. Sur le marché noir, mais même avec la facilité désarmante des sites, même des sites qui ont l'air en apparence tout à fait légaux. Tantôt, je pense que c'est Christian qui parlait des sites pour des champignons magiques. C'est pas compliqué, là. Fait que trouver de la drogue, il n'y a rien de plus facile. Et qu'est-ce qu'on connaît sur les drogues? Fait que c'est un peu ça aussi qui nous intéressait. C'est quoi notre historique de prévention qu'on a? Je pense un cours au secondaire. Est-ce que c'est encore ça aujourd'hui? J'ai l'impression que oui. Fait qu'on est très mal outillés pour faire face à toutes ces tentations et ces facilités-là pour mettre la main sur de la drogue, que ce soit en vente libre à l'hôpital ou sur le marché noir. Beaucoup de gens qui réagissent, la drogue est beaucoup trop banalisée, me dit un auditeur, je dirais même encouragée. Regardez les centres d'injection, d'inhalation, on encourage la consommation de drogue dure tout en encourageant les vendeurs de drogue. Un autre auditeur nous dit, oui, beaucoup trop banalisé et il faut augmenter la répression, augmenter les sentences au sujet des ventes de drogue. Donc, c'est les contrevenants, comme ceux qui ont vendu à votre fils. Là. Il y en a 2 au moins qui ont été interceptés. Il y en a 2 qui ont été interceptés, mais ça... C'est une question compliquée, hein, le problème de la dépendance. Là, on s'entend que c'est quand même une maladie. Oui. Puis, tu sais, les centres d'injection supervisés ou l'approvisionnement sécuritaire, c'est dur à accepter, là, mais ça a du bon. Tellement. Parce que, je veux dire, il n'y a pas personne qui est décédé dans un centre d'injection supervisé au Canada depuis que ça existe. Personne n'est décédé. Mais pourtant, on a 20 personnes chaque jour qui décèdent d'une surdose au Canada. L'approvisionnement sécuritaire... Si, tantôt, le docteur parlait aussi, on a enlevé la stigmatisation, on réduit, il faut faire une différence entre stigmatisation puis banalisation. Ouais. Parce que la stigmatisation, c'est ce qui amène le problème de consommer seul, de ne pas en parler, ça maintient le tabou, ça maintient la crainte. Hugo? Moi, la répression, je suis tout à fait d'accord. Christian, la répression n'a pas fait ses preuves. Et ce qui fonctionne, c'est exactement ce que ce monsieur-là fait, c'est-à-dire faire de la prévention, faire une tournée. Et encadrement. Ouais. Et de ne pas se mettre la tête dans le sable. Ça existe. Ouais. Il y a une crise présentement majeure. Le centre-ville de Montréal, c'est pas drôle. Donc, est-ce que la solution, ça serait de réprimer, donner des amendes? Moi, je suis absolument... Mais il y a l'exemple qui nous vient, c'est la maison Benoît-Labre. Vous vous souvenez? J'habite à côté. C'est vrai, vous êtes à côté. Ouais. Êtes-vous... évidemment, vous avez une histoire personnelle, mais est-ce que vous comprenez la réaction vraiment épidermique négative des citoyens à l'endroit de ce site-là où on dit, c'est à côté d'une école, il y a des enfants qui passent là, on a peur de ces gens-là. Vous comprenez ça? Je la comprends, puis effectivement, mon expérience personnelle me fait que je suis déchiré quand je passe en avant. Tu sais, puis c'est en face du marché à Atwater, je suis tout le temps au marché à Atwater. Mais ces gens-là, on peut pas déplacer le problème, ça reste des humains. Tu sais, puis bon, quand on regarde, je pense que ça a été dit, mais c'est peut-être de mettre les bons intervenants ou de mettre les bonnes ressources. Là. Peut-être qu'il y avait un manque de ressources au début. C'est pas la meilleure place, quand même, il faut bien dire. Non, à côté d'une école, c'est pas la meilleure place, je suis d'accord. Mais je pense qu'ils ont cherché pendant longtemps un terrain où s'installer, puis ils trouvaient pas. Mais non, on a une école à côté, puis je passe en face, puis effectivement, tu dis,
puis il peut y avoir des actes indécents qui sont faits, tout ça. Mais vous parliez, puis je rebondis là-dessus, M. Boivin, parce que vous parliez du fait qu'il ne faut pas banaliser le fait qu'il y a vraiment des gens qui sont accros, puis vous le montrez bien, Hugo Meunier, dans votre série. Et j'ai retenu, entre autres, le témoignage de Barbara dans la série, puis j'aimerais qu'on écoute un extrait, d'ailleurs, de la série. C'est le premier épisode, et Barbara, justement, est une toxicomane qui raconte qu'elle a été sur l'héroïne pendant très, très longtemps. Peut-être que, Hugo, tu veux la présenter un peu? Ou... Ben, en fait, c'est mon collègue qui l'a rencontré, mais elle a un gros passé et elle a arrêté. Mais tu sais, comme c'est comme un peu l'alcoolisme, là, je pense que c'est toujours encore très fragile, même des années plus tard. Puis on en voit même les séquelles un peu de cette consommation-là. Donc, si on veut une incarnation des ravages de la drogue, on a juste à écouter le témoignage de cette dame-là. Et moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'elle a participé à un programme. Et ce programme-là, qui s'appelle Noémie, a vraiment eu un très, très bon impact sur elle. On va écouter Barbara. En 2006, Barbara participe au projet pilote Naomi, qui évaluait l'efficacité d'un traitement contre la dépendance aux opioïdes, où durant 1 an, on administrait de l'héroïne pure aux consommateurs. Rapidement, Naomi, c'est des cliniques où les gens pouvaient venir chercher de l'héroïne médicale, contrôlée pure. Ça a été vraiment magique. Je pense que c'est la seule année lumineuse à travers toutes ces années sombres-là. Je sais pas comment expliquer ça à quelqu'un qui ne vit pas, là, le manque d'opioïdes, mais c'est invivable. Tu peux pas faire autre chose. Je veux dire, ça prend toute la place. Puis là, on arrive puis on dit, pendant 1 an, ça va être correct. C'est pas n'importe qui dit ça, hein. C'est la société, dans le fond, à travers les médecins qui te donnent ça. T'as comme une reconnaissance de la société que t'es un être humain digne d'être soigné, digne d'intérêt. On allait là 3 fois. Elle explique ensuite comment ça a fonctionné, le programme Noémie. Ce que j'ai retenu, Hugo, c'est que ce programme-là a été coupé. Ouais. Et là, c'est un exemple parfait de quelque chose qui marchait, qui visiblement a réussi à la sortir d'une dépendance néfaste qui aurait fait en sorte qu'elle aurait peut-être pu y laisser sa vie, mais le programme a été coupé. Ben, même récemment, je pense que c'est il y a 2 semaines à la radio, à une autre chaîne, il y avait une clinique, la médecin d'une clinique qui était spécialisée dans les opioïdes au centre-ville de Montréal, qui courait après des subventions et qui s'en plaignait, alors que là, il y a une crise majeure. Donc, je pense que le milieu de la drogue, c'est l'enfant pauvre un peu des subventions pour ces choses-là. Ah, c'est certain. Puis, je sais pas si vous avez vu récemment aussi, il y a 2 personnes qui ont été arrêtées en Colombie-Britannique, là, Dolph, là, pour l'approvisionnement sécuritaire. J'ai vu des conférences de médecins, là, l'approvisionnement sécuritaire, ça fonctionne. Oui. On sort les gens des shelters, des abris, puis ils réussissent à reprendre une vie. Tu sais, quand on parle de déstigmatisation. On parlait de l'alcoolisme tantôt. Là. On prend tout un verre de vin en fin de journée. Ben, il y en a que c'est pas un verre de vin, c'est un petit comprimé qui va les relaxer comme le verre de vin nous fait. Mais ça, malheureusement, on est loin là, de l'acceptation pour ça. Je me tourne vers vous, Dr Guillaume Lacombe. Je rappelle, vous êtes urgentologue et toxicologue. Naomi, vous connaissiez, j'imagine? Ben oui, je connais. J'ai d'ailleurs eu la chance de faire un stage avec Dr Goyer, là, qui était présenté dans le reportage là, de Substance. Là. Mais effectivement, c'est super intéressant de voir des choses qui peuvent fonctionner. Et vous le disiez, vous avez déjà parlé du fait que le naloxone, entre autres, c'est gratuit. Comment ça fonctionne, le naloxone? J'en ai retrouvé dernièrement, je marchais dans la rue, dans le quartier Ville-Marie. J'en ai retrouvé sur un banc de parc. Visiblement, quelqu'un l'avait utilisé pour se sauver la vie lors d'une surdose, sans doute, parce que c'est comme ça qu'on utilise ce médicament-là. Hein? Ouais, ben en fait, la naloxone, c'est ce qu'on appelle un antidote pour une surdose d'opioïdes. Donc, ça fonctionnera pas si on a pris autre chose, comme par exemple un stimulant ou de la cocaïne. Hein. C'est vraiment spécifique aux opioïdes. C'est un médicament qui va aller agir puis renverser complètement les effets d'une surdose. Donc, si on a quelqu'un qui s'injecte ou qui consomme par quelque moyen que ce soit un opioïde, en donnant de la naloxone, ce qu'on espère, c'est de le réveiller puis empêcher qu'il arrête de respirer. Donc, lui permettre de respirer. C'est quelque chose qui est disponible dans les pharmacies, donc on n'a pas besoin d'ordonnance médicale. Hein. N'importe qui peut aller dans une pharmacie puis demander au pharmacien de se procurer une trousse de naloxone. C'est pas, il n'y a pas de stigmatisation, il n'est pas supposé avoir de questions de poser. N'importe qui peut y aller. Si je me trompe pas, ça apparaît même pas dans le dossier santé du patient pour éviter que les gens aient... Ouais, c'est gratuit, effectivement. Mais il y a encore des endroits, je pense que c'est pas bien vu? C'est pas bien vu. Oui, Des pharmacies, vous voulez dire? Ah oui? Oui, qui posent des questions.
Effectivement, mais l'objectif, c'est vraiment de le distribuer au maximum. Tu sais, honnêtement, là, comme on pourrait avoir des EpiPen à la maison ou des gens peuvent avoir, tu sais, presque tout le monde, à mon avis, là, mon opinion, c'est que presque tout le monde devrait avoir l'analoxone chez soi parce que, tu sais, comme le disait bien dans le documentaire, quand on arrive à l'âge de 40-50 ans, presque tout le monde a déjà une prescription d'opioïdes dans sa vie. On s'est tous brisé quelque chose. On a tous des... Donc, l'accès à ces comprimés-là est assez facile. Donc, de savoir qu'il y a une trousse de naloxone à domicile, si jamais il arrive quelque chose, c'est un filet de sécurité. C'est pas, ça veut pas dire que ça enlève tout risque, mais ça permet, s'il arrive une surdose ou s'il arrive un accident, d'avoir un élément de plus pour se protéger. Ce qu'il faut juste se comprendre, par contre, c'est que les opioïdes là, des dernières années, les fentanyl puis les analogues du fentanyl, qui sont finalement des opioïdes faits en laboratoire, on pense que de plus en plus sont tellement puissants que l'analoxone va faire effet, mais peut-être pas autant que si c'était de la morphine ou des opioïdes plus standards, disons. Intéressant. Il y a beaucoup de gens qui interviennent par texto. Un père qui dit, on a des doutes sur le fait que certains amis savent, donc c'est-à-dire probablement là, sont au courant de la consommation, mais il y a beaucoup de honte, de stigmatisation. Alors c'est difficile de savoir si notre enfant en prend. Il dit, mon fils testait des substances, achetait des drogues en ligne. Quant à la cocaïne, on ne sait pas trop où il s'en est procuré. Fait que visiblement, ce père-là a des enjeux de consommation avec son fils. Il y en a un autre aussi qui m'écrit, dit mon fils a connu une dépendance. Il est passé par le grand chemin en cure interne. Ayant travaillé plus de 35 ans avec les adolescents comme criminologue, j'aurais jamais pensé vivre ça. On se croit à l'abri. Comme parents, mais ça peut arriver dans n'importe quel foyer. La stigmatisation a amené mon fils à tenter de cacher sa consommation. Et c'est intéressant là, comme témoignage. Tout à fait. Puis moi, c'est un peu ça que j'essaie d'expliquer aux gens, que ce soit les jeunes, que ce soit les parents, c'est que c'est ça, on n'est pas à l'abri de ça pour personne. Tu sais, mon garçon, là, il a commencé sa consommation probablement 6 mois avant l'accident. Il y a une de ses amies, puis ça c'est très louable, qu'est-ce qu'elle a fait? 3 mois avant que Mathis fasse sa surdose, elle m'avait texté pour me dire qu'il y avait des problèmes de consommation. Elle a passé un peu par-dessus l'amitié pour aller voir le père et dire « Surveillez votre enfant, ça m'inquiète. » Fait que ça mais j'invite les jeunes à parler. Quand je rencontre les jeunes, je dis « Si vous pouvez sauver un ami. » En gros, qu'est-ce que vous aviez fait à ce moment-là? Comme je n'avais parlé avec Mathis. Qu'est-ce qu'il avait dit? Au début, il a nié. Après ça, il en a parlé ouvertement. On a passé par plusieurs étapes. J'avais déjà commencé à y envoyer des articles de journaux sur les contaminés, les produits contaminés, où quelqu'un fait une surdose parce qu'il n'a pas pris ce qu'il pensait prendre. J'ai dit, fais attention aux pilules, les opioïdes, pilules bleues. Je sais que ça peut être n'importe quelle couleur. Je donnais l'exemple des bleus. Puis là, il me disait, tout est beau, c'est correct. Puis j'avais fait des compromis avec. Je disais, OK, tu peux vaper. Bon. Ça, c'est vapoté, ça? Oui. Ouais. Tu fumes du cannabis. Des fois, je vais t'en acheter. J'aime mieux, moi, t'en acheter que toi, t'en achètes, puis que le gars, il donne 3-4 pilules. Tu sais, mettons que tu t'achètes 2 grammes de cannabis, puis, hey, regarde, goûte à ça, ces pilules-là. C'est ça qui arrive dans la rue sur le marché noir. Fait que c'est ça que j'avais fait avec Mathis, mais il avait continué. Il nous disait que tout était beau, puis... Parce que comme parents, vous dites, plutôt que de réfréner, puis qui coupe complètement le canal de communication, je vais essayer, sans l'encourager, de l'encadrer puis lui dire, écoute, on est là, on sait ce que tu vis, abuse pas trop. On peut pas les enfermer. Non, c'est ça qui est difficile. Hein? Ben, c'est drôle parce que les oreilles de Christian doivent l'utiliser souvent parce que mon gars, il vient d'avoir 16 ans puis ça s'est passé, on dirait, dans le détour d'une nuit où il fait ses explorations. Et moi, ben, cette histoire-là m'a profondément marqué, celle de Mathis. Fait que là, j'essaie de faire la prévention. Mais faire de la prévention ou d'asseoir un jeune de 16 ans pour avoir une conversation là-dessus. Je me réjouis que le canal de communication est là, grâce peut-être à ces outils-là, grâce peut-être aussi c'est générationnel. Tu sais, moi, avec mon père, jamais j'aurais abordé... Tu sais, on parlait pas de ça, du pot puis de la drogue. Avec, tu sais, mon père, c'était une police. Tu sais, on n'allait pas là, mais aujourd'hui, je trouve que... Et ton père était policier? Il était policier. Tu risquais pas d'en parler? Je disais pas un mot là-dessus, on faisait ça en cachette, mais je trouve qu'aujourd'hui, on peut au moins aborder, mais ça reste que c'est épeurant. Puis tantôt, quand on parlait des exemples comme Benoît Larbre, tout ça, ben, je trouve que c'est marginal aussi. C'est des gens, des cas de santé mentale extrême, tout ça. Mais ce qui est intéressant avec les séries, puis l'histoire de Mathis, c'est autour de nous. Ceux qui consomment, que ce soit de la coke, du GHB, moi, j'ai appris que le GHB, c'est pas... on a l'impression dans les médias, drogue du viol seulement, mais là, t'apprends dans la série... Non, il y en
en apprend. 95%, c'est intentionnel. C'est pour récréatif. le buzz, c'est récréatif. Ouais. Fait que je trouve que ça, outillons les jeunes de ces informations-là en leur disant, on le sait que ça se peut, on sait que ça existe, mais voici à quoi vous exposez. C'est peut-être la meilleure façon de le prendre que toucher à rien. Guillaume Lacombe, Dr Lacombe, j'avais envie de vous demander en terminant comment on peut parler aux jeunes et aux autres aussi. Là, il n'y a pas que, mais c'est sûr que les jeunes, il y a une plus grande consommation chez eux, il y a une plus grande, peut-être, légèreté vis-à-vis de ces drogues populaires. L'âge fait qu'on veut essayer bien des affaires, on l'a toutes faites. Comment vous suggérez d'aborder la chose? Ben, en fait, c'est super intéressant parce que ce que je réalise qu'on discute depuis 20-30 minutes, c'est qu'il faut essayer de déstigmatiser sans banaliser. Okay? Ouais. Fait que c'est de vraiment trouver la fine ligne où est-ce qu'il faut parler aux jeunes. Puis je pense qu'effectivement, c'est les jeunes le principal public parce qu'ils s'en consomment à tout âge, mais si on va pas les chercher plus jeunes, c'est là que les problèmes commencent. Fait que c'est d'avoir une discussion sur les risques. Puis c'est vraiment le mot de la roulette russe. Là, c'est vraiment ça actuellement qui se passe. Quand tu prends un comprimé, tu sais pas sur quoi tu tombes. Fait que c'est de l'enseignement, c'est de faire de la prévention chez les jeunes, de parler des risques associés. Puis je serais curieux, là, je connais pas le programme du ministère actuellement, c'est quoi, mais je pense qu'il faut que ça soit abordé dans les écoles. On est rendu à un point où est-ce que il faut qu'il y ait de l'enseignement qui soit fait à tous les jeunes sur la prise en charge de ça, puis aussi comment réagir avec tes amis s'ils en consomment. Donc il y a vraiment un enseignement à faire de ce côté-là. Oui, parce que c'est étonnant que... Merci, docteur, vraiment, docteur Guillaume Lacombe, urgentologue, toxicologue. C'est rare, est-ce que c'est fréquent, vous diriez que... Je sais pas, c'est rare quand même que des jeunes le disent à un parent. Oui, c'est rare. Ça devait être une vraie source d'inquiétude pour son ami, là, votre fils. Oui, Mathis, il avait essayé des Xanax, il avait essayé du Lean, il avait essayé, tu sais, des choses. Puis, il y a une autre chose aussi. Pourquoi c'est important d'outiller les jeunes à comprendre c'est quoi les drogues? C'est que moi, j'ai 50 ans. Quand j'avais 15 ans, il y avait 5 sortes de drogues. C'est ça. Il y avait du hash, du pot, de l'acide, de la messe, puis des champignons. En avez-vous essayé? Oui. Mais il n'y en avait pas une qui tuait. Puis aujourd'hui, malheureusement, ils sont face à 25 sortes de drogues. Il y en a une qui peut sortir à toutes les semaines. Tu sais, le docteur Marie-Ève Morin a écrit un livre, c'est drogues pour les jeunes. Puis elle a dit, mon livre, j'ai l'impression qu'il est outdated au moment de sa sortie. Voilà. Pour Savoir Média, entre autres, on avait fait une émission sur des idées pour le Québec, Hugo Meunier, et on avait fait tout un épisode sur justement la décriminalisation des drogues, parce qu'il y a des gens qui disent, il faut peut-être en arriver là pour éviter justement qu'il y ait ce qu'on vit. On parlait de crise des opioïdes, puis on m'avait dit, on doit plus dire crise des opioïdes, on doit dire crise des substances contaminées. Parce qu'aujourd'hui, comme vous venez très bien de le dire, M. Boivin, il y a tellement de cochonneries dans ces affaires-là, c'est même plus de l'opioïde. C'est toutes sortes d'autres affaires et de l'opioïde. C'est pour ça que j'ai l'impression que la décriminalisation est inévitable. Tu parce penses? que la répression n'a pas fait ses preuves. Ouais. Et je pense que ça va passer par ça. On le voit déjà dans l'Ouest, ça s'en vient ici. Il y a eu des tentatives avec les champignons magiques l'année passée, ça avait été fermé, mais on se rappellera qu'il n'y a pas si longtemps que ça, les clubs Compassion pour le cannabis, il y avait des descentes policières. Donc, d'après moi, c'est à Toronto, il y a déjà des kiosques, des comptoirs pour les champignons magiques partout. Je pense qu'on s'en va vers ça. Hugo, merci beaucoup. Plaisir. Merci, Hugo Meunier. D'abord, Christian Boivin, merci beaucoup d'avoir été là. Je compatis encore à votre douleur. Je pense que beaucoup de gens le font. Et merci de continuer cette croisade pour convaincre nos jeunes de l'importance de s'informer et de ne pas prendre n'importe quoi. Lui faire peur un peu. Oui, exactement. Hugo, je te disais merci aussi parce que ça prend du travail journalistique comme ça, des très bonnes séries documentaires comme Substance. Je vous rappelle donc que c'est sur Savoir Média. Ça commence quand, Hugo? C'est commencé. C'est déjà commencé, hein? Je pense que c'est ça, c'est en ligne. Ouais. Oui, c'est ça. Vous pouvez avoir les 8 épisodes, je pense. Il y en a 6. 6 épisodes, bon. 6 épisodes, voilà. 6 drogues. Voilà. C'est vraiment une série percutante, vous allez voir, qui est très bien réalisée d'ailleurs. Oui, par Gabriel Lajoux. On le salue. Merci beaucoup. Merci. On s'arrête ici tout de suite après la pause. Mario Tessier est avec nous. On pensait qu'on n'était pas sûr qu'il arrive. Il était pris dans le trafic, mais il a réussi à vaincre la circulation. Tu sais, pas grande gueule pour rien. On va l'avoir tout de suite après. Ça vaut la peine. Restez là.